Alors, on va faire une séquence sur la maîtrise de stage. Dominique Angalinck, vous êtes l'URPS Centre, ORL à Bourges. Vous vous mettez au pupitre si vous vous sentez mieux là-bas. On va vous donner le... Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est mieux. Sur le gros vert. Et donc, vous allez nous parler de développement de la maîtrise de stage en médecine spécialisée. Et vous le ferez donc à deux mains avec Marie-Josée Renaudy, qui est de l'URPS Occitanie. Et alors, on a dit 7 minutes. Bien. Voilà, moi, d'abord, je voudrais remercier la CNP des URMN de m'avoir invité pour parler de la maîtrise de stage en libéral et en spécialité. Je suis donc ORL libéral à Bourges, au centre d'un des déserts médicaux les plus prégnants en France. Et l'URM Centre a largement développé la maîtrise de stage en spécialité. Et je voudrais vous faire part un peu de notre expérience. Donc, si le stage en libéral en médecine générale est maintenant rentré dans les mœurs, ça a été intégré à la maquette, a prouvé son efficacité, ce n'est pas du tout le cas pour le moment pour les stages en libéral dans les autres spécialités. Et donc, on peut difficilement imaginer qu'un interne en spécialité ait une formation purement hospitalière pendant 11 à 13 ans pour exercer ensuite majoritairement en ville. Donc je crois que là, il y a déjà un hiatus au niveau de la formation et j'espère effectivement qu'on va pouvoir le corriger progressivement. Donc c'est pourquoi l'URMC s'est lancé depuis de nombreuses années dans la maîtrise de stage en spécialité. Ça n'a pas été très facile au début, comme on en a un petit peu parlé au départ. Alors, ça va être assez court. J'ai surtout mis les gros titres. Donc on va aller depuis les objectifs jusqu'au retour d'expérience en passant par l'état des lieux de la région centre et la procédure. Et ma collègue aura un truc complémentaire. Ouais. J'appuie sur lequel? Voilà, ça marche. Alors les objectifs, il y a 3 objectifs principaux. D'abord la connaissance du monde libéral. Je me suis souvent entendu dire oui, mais ils font des remplacements. Le remplacement, ça n'a rien à voir avec la maîtrise de stage. La maîtrise de stage, le maître de stage est là et le médecin travaille avec le maître de stage et pas sans le maître de stage. Deuxièmement, ça va permettre une diversification et une augmentation des possibilités de stage en spécialité, tout en garantissant la qualité de la maquette. Et ça, on va en avoir besoin dans les années qui viennent parce que le nombre d'internes augmente. Et troisièmement, c'est un point très important, on peut se servir de la maîtrise de stage comme un vecteur démographique, et notamment en favorisant les stages hors CHU. Il faut aller vite, parce que dans les villes moyennes qui sont en train de se désertifier, on va avoir de plus en plus de mal à trouver des équipes suffisamment nombreuses, motivées et formées pour pouvoir faire de la maîtrise de stage de bonne qualité. Décidément. Ah. Alors voilà, l'état des lieux en région centre. Actuellement, on a maintenant 13 agréments de stage en libéral au 31 mars. J'ai rien touché. Au 31 mars 2017. Alors on a des stages, on a un stage en chirurgie urologique, 2 stages en dermato, un stage en pneumologie, un stage en pédiatrie à Tours. On a également un stage en pédiatrie à Orléans, en gynéco-médical à Orléans, et un stage en rhumatologie à Bourges et en otorino-laryngologie à Bourges. Et 2 stages en psychiatrie en Indre-et-Loire. Et on va avoir également en préparation des stages en radio-oncologie, c'est le 13e, et en radiothérapie et en radiologie, dont les dossiers seront présentés l'année prochaine, au 30 mars. Suivante. Donc la procédure, quelques mots sur la procédure. Donc d'abord, il faut une équipe. Alors, dans l'équipe, en général, on est parti sur le modèle de la médecine générale, c'est-à-dire avec des trinômes, mais ce n'est pas forcément un schéma obligatoire, mais il faut être plusieurs et il faut avoir un plateau technique adéquat, surtout dans les spécialités médico-technico-chirurgicales. Alors, ce qui est important, c'est la motivation, parce qu'il faut bien comprendre que ça nécessite du temps. Et le temps, chez le libéral, c'est un élément essentiel. Alors, il faut qu'il accepte d'en perdre, parce que quand vous avez quelqu'un que vous doublez en chirurgie, c'est sûr que vous ne ferez pas le même programme avec l'interne. Donc, il faut accepter de perdre du temps. Il faut accepter d'en donner pour les explications, pour les staffs, pour les évaluations. Donc, ça demande aussi un travail important. Enfin, il faut aussi parfois envisager des aménagements du cabinet.
parce qu'il faut que l'interne ait son poste de consultation et ses propres outils si on veut le faire travailler un petit peu en autonomie, notamment pour les internes qui sont en fin de cursus, parce que le but, et on en parlera un petit peu tout à l'heure, c'est d'avoir plutôt des internes qui soient proches d'une future installation pour compléter leur formation. Alors pas seulement administrative, hein, il y a aussi besoin, je vous donnerai tout à l'heure quelques éléments d'expérience, mais il y a vraiment besoin d'une formation complémentaire sur le plan pratique, et notamment en chirurgie, j'en parlerai. Donc on a dit des trinômes. Alors évidemment, la composition, bon, c'est vrai qu'en spécialité, souvent quand on a une équipe qui se constitue, on a déjà au sein de l'équipe au moins un ancien chef de clinique qui a donc déjà petite expérience de l'enseignement. Et enfin, tout ça doit se faire effectivement dans le respect des maquettes. Alors, on parlera des maquettes tout à l'heure. Un élément très important, c'est l'accord du coordinateur régional, c'est-à-dire qu'il faut travailler en bonne corrélation avec le coordinateur régional de la spécialité, de façon à présenter un dossier qui soit solide à la commission d'agrément qui se réunit une fois par an, fin mars de chaque année. Le dossier il est mixte, hein, fac et ARS. Il est pour l'instant très mal adapté à l'exercice général, parce qu'on vous demande toujours combien vous avez de lits, etc. Bon, par contre, on peut très bien mettre les niveaux d'activité, ce qui est très important pour la formation, parce que comme on l'a évoqué tout à l'heure, on ne peut pas former quelqu'un si on n'a pas une activité suffisante. Il y a beaucoup de refus d'agrément ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont récusés? Comme je disais tout à l'heure, déjà, il faut partir du coordinateur régional. Si on a déjà un blocage à ce niveau-là, c'est assez mal parti. Parce que les doyens, en général, hésitent beaucoup à s'opposer à leur coordinateur. Mais enfin, il ne faut pas se décourager, hein. On a obtenu des stages quand même. Et le coordinateur régional, c'est un médecin libéral ou c'est un médecin... Non, c'est le médecin hospitalier universitaire responsable régionalement de la spécialité. D'accord. Voilà. Encore un universitaire. Tiens, j'ai pas mis mes lunettes. Donc ce dossier, il est un peu complexe à remplir. Et là, l'URPS, justement, et notamment l'URML Centre, a mis en place un dispositif pour aider les postulants à remplir les dossiers, à les présenter à la fac, à faire les démarches, etc. Bon. Il doit comprendre un projet de stage, hein, qui soit bien détaillé, avec justement qu'est-ce qu'on va faire faire par l'interne, dans quelles conditions, dans le respect de la maquette. On en reparlera tout à l'heure parce qu'un interne, par exemple, de fin de cursus, il doit avoir fait telle et telle chose sur le plan chirurgical. Et on est souvent amené à compléter la formation chirurgicale de ce qu'il n'a pas fait avant. Ensuite, il comprendra aussi un curriculum vitae des différents maîtres de stage et un mode de fonctionnement. Voilà. Il faut parfois prévoir le mode d'hébergement aussi du stage, parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais souvent, les internes, si on veut faire des stages décentralisés par rapport au CHU, les internes, ils ne vont pas avoir un logement au CHU, un logement pendant 6 mois à un endroit et 6 mois à un autre, et on tourne. Financièrement, ce n'est pas possible. Donc là, il y a un rôle majeur des collectivités territoriales. Et dans notre région, justement, ça fait des années qu'on travaille là-dessus, il y a un certain nombre de départements où les collectivités territoriales se sont franchement engagées en logeant systématiquement tous les internes en libéral, qu'ils soient des internes de médecine générale ou des internes de spécialité. Et enfin, alors le financement, c'est une question encore un peu compliquée. Il est variable selon que l'interne est en stage purement libéral ou un stage sur un établissement privé. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est un des points qu'il faudra probablement éclaircir au niveau national. Enfin, la formation. Donc, la formation des maîtres de stage. Hein. La formation des maîtres de stage, c'est d'abord une formation purement pédagogique. Ce n'est pas une formation technique. Hein. Donc, elle n'est pas organisée sur le plan national. Il y a effectivement à ce niveau-là probablement certaines choses à revoir. Mais par contre, elle s'organise régionalement en fonction des possibilités, de la bonne volonté des différentes institutions. Alors nous, en région centre, on a organisé une formation. On est passé par l'AFPA, l'Association française de pédiatrie, parce qu'ils avaient l'agrément pour faire cette formation de maître de stage. On a fait une première formation. On va en faire une deuxième à Tours en invitant tous les maîtres de stage
de spécialité en leur faisant participer à la formation. Ça, c'est un élément aussi important pour que ceux qui sont un peu réticents puissent s'intégrer au processus. Et puis, il y a d'autres régions qui sont effectivement, qui ont fait de la formation. Rhône-Alpes va en organiser une. Il y a également de la formation inclus dans le DPC, notamment vous avez Volutis DPC qui propose une formation pour les dermatologues. Voilà. Donc j'en ai presque terminé, je ne sais pas si je suis dans les temps. Parfait. Je crois que c'était la dernière. Alors en conclusion, donc, je voudrais quelque chose d'important, il faut aussi communiquer avec les internes à ce niveau-là. Parce que les choses ne sont pas encore bien connues et c'est un élément essentiel. Et l'élément essentiel, en fait, qu'on va avoir, c'est le retour des internes. C'est-à-dire que vous savez qu'au niveau du choix, là, les internes, ils parlent entre eux. Et puis, quand ils se disent ce stage-là, il ne faut pas y aller, ils n'y vont pas. Hein. Et puis, on a beau le laisser au choix, mais il reste vide. Hein. Alors, il y a une inadéquation qui est de 107% en général. Elle est souvent plus élevée dans certaines régions. Et donc, ça laisse la place à un certain choix. Et donc là, il faut... Alors nous, on a eu... moi, je suis maître de stage donc en ORL. Je n'ai pas beaucoup de recul encore. Ma femme est maître de stage en rhumatologie à Bourges avec 2 de ses collègues. Elle a déjà 2-3 ans de recul. Et le retour des internes étant très satisfaisant, elle a eu un jour le plaisir de recevoir une lettre de félicitations de l'interne sur la qualité de son stage. Alors, le coordinateur régional a douté et il a même convoqué l'interne pour voir si on ne lui avait pas forcé la main pour écrire la lettre. Ça rigole pas, hein. Mais ceci dit, c'est quelqu'un qui a été très facilitateur pour la maîtrise de stage en spécialité. Est-ce que les internes habituellement, les internes habituellement ne remercient pas? C'est ça que vous voulez dire? Ça devrait être naturel quand même. Ça se passe très bien. Enfin, moi, les expériences qu'on peut avoir en région centre sont très bonnes. Bon, de toute façon, il y a une évaluation à la fin du stage, hein, comme dans les stages hospitaliers. Évaluation par l'interne et évaluation par le maître de stage. Et alors, dans les stages, comme c'est plutôt un stage où vous montrez ce que vous faites en pratique médicale, plutôt qu'en expertise professionnelle, le droit, la gestion, le management et tout ça. C'est pas, par exemple, pour vous donner un exemple. Moi, je suis maître de stage en ORL. On a actuellement un interne qui est en dernier semestre d'ORL, c'est-à-dire en 10e semestre. Autrement dit, cet interne-là, il va avoir un poste de chef de clinique dans 6 mois. Si on s'en réfère au cahier des charges de l'ORL, un interne de ce niveau-là, il doit pouvoir faire en autonomie une loboïsmectomie ou une thyroïdectomie totale en autonomie. On espère en tout cas. Quand il est arrivé en début de stage, il avait fait 2 loboïsmectomies plus ou moins en autonomie. En 4 mois de stage, il en a fait 10. On est 3 maîtres de stage. Hein. L'interne tourne sur 3 cabinets libéraux, où il fait de la consultation en autonomie en présence du maître de stage, parce que c'est un interne de 4e année, de dernière année, parce qu'on s'adapte toujours aux possibilités de l'interne. C'est-à-dire quand on le reçoit au début, on a 1 mois d'observation, en gros, où il est en doublon. On voit un peu comment il se débrouille, à la fois en consultation, en actes techniques, etc. Et puis, si ça va bien, on lui laisse de plus en plus d'autonomie. Et là, donc, on a complété sa formation chirurgicale. C'est pour ça donc, c'est vraiment la pratique médicale. Quand on parlait uniquement de formation administrative, elle est certes nécessaire, parce que là, ils sont complètement paumés, effectivement, sur tout ce qui est contact avec l'assurance maladie, gestion du cabinet, etc. Mais cette formation administrative, ça prend combien de temps? Un tiers, un quart, un dixième? La formation administrative, elle est faite dans le bureau du médecin. Je veux dire, bon, à la limite, qu'ils aient une formation complémentaire plus théorique, pourquoi pas. Mais je veux dire, moi, on passe du temps avec l'interne. Il n'y a pas un malade en permanence pendant 10 heures. Donc on mange avec lui le midi souvent. Donc il y a tout un échange qui se fait. Et des fois, le soir, il est invité chez les différents praticiens. Tous les aspects de la profession. Quoi. Et là, pendant ces discussions, on fait de la formation administrative. On répond à ses questions, on dit, ben voilà. Et puis tous les jours, il a des questions à poser parce qu'il s'est posé tel ou tel problème. Et ben on lui résout le problème. Parce qu'on a l'expérience et parce qu'on a l'expérience du terrain. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà. Merci. Donc je voulais dire simplement en conclusion. Alors, votre conclusion. Une petite conclusion très brève, c'est que ce stage en libéral me semble totalement indispensable.
à la formation des internes, tant sur le plan technique que sur le plan relation avec le patient, parce qu'ils s'aperçoivent aussi que la relation avec le patient peut être différente dans un bureau seul avec un patient que dans une salle de consultation un petit peu différente. Et le patient n'est pas dans le même environnement, donc il est parfois un peu débridé et il peut être parfois difficile à gérer. Après, il y a des cas plus ou moins compliqués et tout le monde a des difficultés, que ce soit en public ou en privé. Et enfin, il faudra, à mon avis, probablement dépasser ce stade de l'internat. Il va falloir d'ores et déjà réfléchir à des assistanats partagés, privés CHU, ou privé-public, hôpital général, ou des cliniques partagées, parce que dans les cabinets libéraux où il y a déjà une expérience de maîtrise de stage, l'adjonction d'un chef de clinique enseignant partagé par exemple avec le CHU pourrait encore booster les choses et améliorer la formation. Merci beaucoup.